Madame, Monsieur, bonsoir. En 2035, le Maroc est un pays démocratique où toutes et tous sont en pleine capacité de prendre en main leur devenir et de libérer leur potentiel, de vivre en dignité au sein d'une société ouverte, diverse, juste et équitable. Voici un extrait du très attendu rapport de la Commission spéciale sur le modèle de développement, laquelle a été mise en place par Sa Majesté le Roi Mohamed VI en décembre 2019. Avec la Constitution comme référentiel, le nouveau modèle de développement, ce sont des diagnostics ciblés, des propositions et des objectifs chiffrés. Dans le cadre de notre couverture élargie de ce chantier révolutionnaire, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le plateau de Média TV le président de cette commission spéciale sur le modèle de développement, Chakib Ben Moussa. Bonsoir. Bonsoir et merci Khadija de l'invitation. Merci à vous de l'accepter et puis félicitations à vous et aux autres 35 membres de cette commission spéciale pour ce laborieux travail dans l'élaboration de ce nouveau modèle de développement. Nous avons été très honorés de la confiance de Sa Majesté pour préparer ce travail et de la séance de présentation qui a eu lieu au Palais Royal de Fès, et c'est la meilleure reconnaissance du travail effectué. Est-ce qu'on peut parler de rupture? Ce nouveau modèle de développement rime-t-il avec rupture, Chakib Ben Moussa? Il rime avec espoir, je dirais. Il rime avec une vision de l'avenir collective autour de laquelle on peut se mettre en ordre de marche pour la concrétiser. Et cet espoir a besoin, bien sûr, d'approche, a besoin parfois de rupture, mais a besoin parfois de consolider aussi des choses qui se font, a besoin parfois d'inflexion sur d'autres aspects. Donc il ne s'inscrit pas dans une démarche où on tourne la page de ce qui a été fait pour démarrer une nouvelle histoire, une nouvelle marche. On construit sur ce qui a été fait de positif et il faut corriger un certain nombre de dysfonctionnements, un certain nombre d'insuffisances qui ont été observées et recueillies auprès des citoyens. Quand je parle de rupture, M. Ben Moussa, je parle aussi par rapport à la méthodologie, cette rupture un peu d'approche. Vous avez évoqué l'approche. Il y a cette référence à l'approche itérative pour la résolution des problèmes qui a été développée au sein de l'université Harvard. Donc, c'est l'approche de cette commission dans l'élaboration de ce rapport, et c'est par rapport à cette, peut-être pas rupture, mais peut-être migration, peut-être d'un modèle français vers un modèle beaucoup plus anglo-saxon dans le diagnostic et dans la mise en place de chemins de développement. Alors, à vrai dire, nous l'avons voulu en tant que modèle marocain. Oui. Nous considérons que Maroc a ses spécificités, a son histoire, a ses réalités, qui ne sont pas celles d'autres pays, mais ce qui ne nous a pas empêché de nous inspirer aussi de beaucoup d'expériences à l'international, parce que sur ces questions de développement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'expérimentation aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se chercher. C'est l'un des axes de cette approche-là, justement, itérative, c'est l'expérimentation. Justement, parce que les réponses ne peuvent pas être des réponses toutes faites, ne peuvent pas être des recettes. Donc on ne le faisait pas avant, peut-être, même au Maroc, expérimenter. Il faut construire, il faut tester. Il faut améliorer au vu des résultats de ces tests pour aller de l'avant et pour pouvoir ensuite diffuser, pouvoir mettre en œuvre des politiques qui répondent réellement aux besoins des citoyens, mais qui ont surtout un impact sur les citoyens, qui permettent d'avoir des résultats. Et souvent, nous avons observé, c'est le constat que nous avons fait, c'est que les citoyens considéraient que parfois on pouvait avoir de belles visions, mais que dans leur traduction sur le terrain, ils ne ressentaient pas les effets directs. Et donc, à travers notre approche, d'abord de construction, interaction avec l'ensemble des acteurs, pour le diagnostic, pour les solutions, présentation même... Justement, vous parlez de ces contributions. Il y a un chiffre quand même impressionnant, 6600 contributions écrites.
C'est beaucoup. Comment la Commission a-t-elle fait pour sélectionner les propositions à retenir dans ce rapport qui a été présenté devant le souverain, comme vous le rappeliez, mardi 25 mai? Alors, toutes les contributions ont été analysées, ont été passées à un filtre que l'on a mis en place pour pouvoir en dégager les éléments les plus essentiels. Et nous avons d'ailleurs associé à ce travail des universités nationales et des chercheurs nationaux qui nous ont aidés à réellement dégager, je dirais, les points, que ce soit en termes de diagnostic, que ce soit parfois en termes de propositions qu'il convenait de retenir. Mais ensuite, il a fallu aussi articuler tout cela, parce que les propositions, il y en avait des centaines et des centaines. Articuler tout cela signifiait aussi arrêter une doctrine, arrêter une vision de ce que c'est ce modèle de développement et de ce que je pourrais appeler son ADN. Et c'est ce qu'on a appelé le référentiel de développement, avec une doctrine, avec des principes d'action, avec un cadre de confiance et de responsabilité qui permet de définir le rôle, la place des différents acteurs et qui permet d'être un garant que la mise en œuvre de ce qui aura été retenu a du sens et qui permet de s'assurer de la cohérence d'ensemble. Parce que là aussi, c'est l'un des constats qu'a fait la Commission, c'est que nous avons besoin d'une approche qui soit une approche plus globale, d'une approche qui permet que les différents secteurs puissent fonctionner en synergie et en complémentarité pour optimiser l'impact et le résultat. Puisque vous parlez de résultats, j'ai envie de parler avec vous sur peut-être cette approche-là dans les références aussi. Est-ce qu'il y a eu des références vers d'autres rapports qui ont été élaborés, en l'occurrence celui du cinquantenaire qui date de 2005? Est-ce que le rapport de la Commission spéciale sur le modèle de développement a pris quelques éléments de ce rapport-là? Nous avons pris comme base toutes les contributions que nous avons reçues. Bien sûr, le rapport du cinquantenaire, qui est un rapport important, qui a marqué une étape dans les réflexions par rapport à la projection vers l'avenir, mais aussi beaucoup de contributions qui nous sont parvenues des partis politiques, qui nous sont parvenues de simples citoyens, qui nous sont parvenues des think tanks, des acteurs économiques. Et c'est toute cette richesse que nous avons exploitée pour essayer d'arriver à en faire une vision qui a du sens, une vision des mécanismes qui peuvent permettre cette mise en œuvre, et aussi un certain nombre d'axes stratégiques qui ont été retenus. Responsabilisation de l'État, qu'on entend beaucoup parler de cela, mais vous avez intégré cette responsabilisation du citoyen, un peu à la Kennedy. Que peut faire le citoyen pour son pays, pour réussir ce nouveau modèle de développement, Cheikh Ibn Moussa? Alors, nous avons beaucoup insisté sur une doctrine de ce modèle qui est que nous avons besoin d'une complémentarité forte entre un État fort et une société forte. Une société forte signifie un citoyen en capacité d'agir, donc acteur. Donc, faut le former, faut renforcer ses compétences, il faut lui ouvrir les opportunités pour qu'il puisse agir, il faut admettre qu'il puisse prendre des initiatives, qu'il puisse innover, qu'il puisse se tromper. Mais il faut laisser la marge d'action aux citoyens et c'est un facteur important dans la dynamique d'ensemble que le modèle préconise. Mais nous avons aussi besoin d'un État fort, d'un État qui stratège, d'un État qui régule, d'un État qui protège les citoyens, d'un État qui crée un cadre de confiance qui permette aux citoyens de libérer. Alors bien sûr, quand on dit cadre de confiance, on dit aussi responsabilité. Mais on ne peut pas parler de confiance si on ne parle pas de justice, parce que effectivement, cette confiance, on parle aujourd'hui de défiance, Cheikh Ibn Moussa, de manque de confiance, d'absence de confiance du citoyen envers soit l'exécutif, soit l'administration ou la justice. Commençons justement par la justice. Comment rétablir, selon ce nouveau modèle de développement, la confiance en une justice intègre marocaine? La justice, c'est d'abord
un garant de l'état de droit. C'est un garant des libertés publiques. Et donc, il est essentiel d'abord pour créer cette confiance avec les citoyens, il est essentiel aussi dans l'acte économique et donc dans l'action du développement. Et nous avons, au niveau du rapport, un certain nombre de recommandations qui, d'abord, encouragent à aller le plus loin possible dans la mise en œuvre d'un certain nombre de la réforme de la justice, du système judiciaire dans son ensemble. Qui traîne, cette réforme, en tout cas, elle prend du temps à se concrétiser. Nous pensons que le facteur temps est toujours un facteur essentiel dans l'action de développement, en fait. Notamment économique, comme le citait Barr. Et le facteur aussi, évaluation régulière. Vous évoquiez comment faire avancer les choses. Le fait que régulièrement on puisse avoir, à travers des baromètres, à travers une évaluation du niveau de confiance que nous avons dans l'institution judiciaire, est un des éléments qui peut créer aussi une pression sur l'ensemble des acteurs pour que des améliorations puissent être introduites. Et ces améliorations peuvent être de plusieurs ordres. On en a cité quelques-unes dans le rapport, que ce soit en termes de coordination entre l'ensemble des acteurs, en termes de professionnalisation d'un certain nombre d'auxiliaires de justice, en termes de e-justice, en termes d'amélioration des textes. De corruption, est-ce qu'on a quelque chose sur l'opérationnalisation de la lutte contre la corruption dans le système judiciaire justement, qui coûte cher et qui fragilise cette justice marocaine? La lutte contre la corruption est absolument indispensable, est absolument nécessaire parce qu'on ne peut pas imaginer cette confiance se construire si on est dans un système où les règles du jeu sont dévoyées par la corruption. Et nous avons là aussi insisté beaucoup sur le renforcement des instances qui sont en charge de la corruption, mais aussi tout le travail que chaque organisme doit pouvoir faire en son sein pour pouvoir améliorer la situation. Aussi tout un travail qui doit se faire, pas simplement sur les textes, mais dans le suivi, dans la mise en œuvre, dans l'évaluation, dans la digitalisation qui peut être aussi un levier pour... L'expérience Covid était un bon stress test par rapport à cette e-justice. Qui montre que lorsqu'il y a de la transparence, lorsqu'il y a des règles du jeu claires, lorsque les règles du jeu sont simples à appliquer, qui sont comprises par les citoyens, qu'il y a moins d'intermédiaires, nous pouvons avoir des résultats. Et je crois qu'à travers l'expérience Covid, on a vu des situations où la satisfaction des citoyens dans certaines actions menées par l'État était à haut niveau, et cela montre que cela est possible, et cela montre que lorsque la volonté quand on veut, on peut. Est là, et que alors justement, quand on veut, on se donne les moyens pour pouvoir y arriver. Parlons de la femme. Je cite le rapport sur la situation de la femme. De nombreuses questions semblent être difficiles à débattre du fait qu'elles soient directement liées à des préceptes religieux, et toute reconsidération de ces questions semble constituer, pour certains, une véritable violation de fondements sacrés. Que faire alors pour changer cela? Je parle bien sûr d'interruption volontaire de la grossesse, la situation des mères célibataires, le divorce chez les mineurs. Que peut-on faire selon la Commission pour changer cela? Nous, au sein de la Commission, nous prenons acte que la société est en train de changer et que ces questions, qui peut-être se posaient moins il y a quelque temps, sont aujourd'hui très présentes dans la réalité des femmes aujourd'hui, et qu'il faut y apporter des réponses, et qu'il faut apporter des réponses dans le sens de l'histoire. Y apporter des réponses, c'est aussi veiller à ce que ce débat puisse avoir lieu pour ne pas créer des fractures au sein de la société, mais arriver à des solutions consensuelles ou sur lesquelles il y a un minimum d'accord qui permettent d'avancer dans cette direction. Et cela, nous avons vu qu'à travers, nous avons écouté beaucoup d'experts qui, lorsqu'ils sont en réunion, en commission, arrivent à trouver des réponses aux problèmes vécus parce qu'ils font des interprétations positives de notre référentiel, et en partant de cette interprétation positive, ça peut permettre
de progresser dans le sens de la réalisation de certaines libertés individuelles. Oui, mais il faut aussi l'implication des hommes politiques. Or, parmi les verbatims des citoyens que personnellement m'a interpellée, c'est celle, je cite, « aucune attente des leaders politiques ». Comment vous pensez que ce nouveau modèle de développement, et notamment ce pacte national, puisse être la clé de cette continuité que nous on attend, que, en gros, quel que soit le gouvernement qui est en place, il y a un chemin de développement, comme c'est cité dans le rapport, que nous allons suivre pour le bien-être du Marocain et de la Marocaine. Notre conviction au niveau de la Commission est que ce modèle a besoin de l'ensemble de ses forces pour être mis en œuvre, au service du citoyen. Quand on dit l'ensemble de ses forces, les partis politiques dans une démocratie qui peut être construite sur la démocratie représentative, mais aussi sur la démocratie participative, dans cette démocratie représentative, les partis politiques jouent un rôle à travers des élections, la participation aux élections, à quelques mois des élections, oui. À travers les responsabilités qui peuvent en découler. Maintenant, ce rôle, les partis eux-mêmes sont dans une obligation d'élargir le champ de leur représentation et de la participation citoyenne, sont dans une logique aussi de renforcer à travers leurs programmes, à travers leurs propositions. Après, à travers leurs représentants, je me permets de vous interrompre. Comment veut-on rétablir cette attractivité envers les partis politiques alors que les jeunes ne s'y retrouvent pas dans cette représentation et représentativité dans les partis politiques? Nous pensons que c'est cette capacité des partis à pouvoir attirer les talents, à pouvoir attirer les compétences. Et de les mettre en avant, surtout pas que pour justement faire... La finalité des acteurs politiques n'est pas simplement la place que l'un occupe par rapport à l'autre. Ce qui est important, en fin de compte, c'est quel est l'impact sur le citoyen et quels sont les résultats. Et est-ce que les programmes qui sont proposés pour répondre à ces attentes des citoyens peuvent être effectivement mis en œuvre. Donc comment on arrive à mobiliser les acteurs dans cette perspective? Nous pensons que, en tous les cas, la volonté existe. Les partis eux-mêmes s'inscrivent dans cette logique, eux-mêmes demandent une marge plus grande responsabilisation et le modèle renforce cette idée que chacun doit jouer totalement son rôle. Et responsable. Et être responsable, par rapport aux résultats. Être évalué voilà. par rapport les partis politiques devraient être évalués aussi, justement. C'est vrai pour les partis politiques, c'est vrai pour les acteurs économiques, c'est vrai pour la société, les acteurs de la société civile qui, ensemble, doivent pouvoir travailler en complémentarité pour progresser dans la direction que l'on souhaite. On ne peut pas progresser sans parler de l'essence d'un progrès. Quand je parle de l'essence, je parle du modèle de développement, mais modèle de croissance. C'est pour citer, paraphraser un économiste qui disait que le corps est le modèle de développement et le cœur est le modèle de croissance. Donc, des objectifs très ambitieux, M. Ben Moussa, par rapport à cette croissance du Maroc d'ici à 2035. On rappelle bien sûr cette date qui a été établie par votre commission et porter le PIB à 6%. Quel est le cadre analytique justement que vous avez adopté pour atteindre ces 6% de croissance en connaissant bien sûr la réalité du tissu économique marocain et notamment de la TPME? Alors, tout d'abord, nous avons beaucoup insisté sur le fait que cette notion de développement ne peut pas être réduite simplement à la croissance, parce qu'on sait qu'il peut y avoir de la croissance, on sait que l'impact de cette croissance, sa répartition des effets de cette croissance peut ne pas être distribuée de manière équitable, et que cette notion de développement est une notion multidimensionnelle. Mais maintenant, il est vrai qu'il faut créer de la richesse pour pouvoir aussi créer les conditions d'une plus grande inclusion. Mais c'est ce qu'on dit depuis quelques années maintenant. On dit créer de la richesse. On est à un taux de croissance d'autour de 4%, avec un taux de chômage de 10%. Enfin, je veux dire, d'autres économies, avec le même taux de croissance, ont un taux de chômage beaucoup plus... C'est-à-dire, quelles sont les réponses à cela pour créer de la richesse? Le rapport insiste beaucoup sur la nature des transformations économiques qui sont nécessaires pour faire en sorte que cette croissance devienne une réalité. Diversification de l'économie, montée dans la chaîne de valeur,
pouvoir libérer les énergies pour que l'ensemble des acteurs puissent participer à la dynamique de transformation du pays. Tout cela a besoin de conditions de mise en œuvre, plus grande compétitivité qui renvoie à un certain nombre de réformes, des réformes qui permettent de réduire les coûts des facteurs, réduire le coût de l'énergie, réduire le coût, améliorer la logistique, améliorer les conditions d'accès à des financements, créer des conditions de renforcement des ressources humaines et de la capacité des ressources humaines à s'impliquer, à créer cette richesse. Tout cela peut initier une dynamique de transformation de l'économie qui, à notre sens, est en mesure de permettre d'atteindre ce niveau de croissance. Nous avons, au cours de nos travaux, analysé beaucoup de secteurs, même si le rapport ne s'arrête pas sur chaque secteur de manière particulière, mais le potentiel est énorme dans chacun des secteurs. Encore faut-il que l'on puisse... Potentiel de développement. Au niveau national, mais aussi à l'export, au niveau international. Par rapport à... Le Maroc a des atouts. On a des locomotives, à savoir l'aéronautique, l'automobile. On peut aussi se positionner, d'où cette notion de diversification, se positionner sur d'autres créneaux et d'autres industries. Parce qu'on ne peut pas parler de développement, de croissance sans industrialisation. Donc on a les bonnes bases pour cela. Tout à fait. Quels sont les leviers justement à déclencher pour généraliser ce succès que connaissent ces nouveaux secteurs? Ce travail sur l'environnement des affaires. Très bien. Ce travail sur la compétitivité. Ce travail sur les financements et les modes de financement. Ce travail sur les mécanismes par lesquels l'incitation de l'investissement se met en place et s'oriente vers certains secteurs. Et puis s'oriente aussi vers les résultats, parce qu'on a vu que certains secteurs ont reçu beaucoup d'incitations ces dernières années, mais on ne leur demande pas de résultats. Donc vous avez osé dans ce rapport parler de reddition de comptes, mais il faut aussi des redditions de comptes et de demander des résultats au secteur privé. Nous insistons beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas lieu de créer des conditions de rente à tel ou tel secteur. Et que favoritisme non plus. Favoritisme, protection, des transferts qui peuvent à certains moments ne pas être justifiés par les résultats ou qui peuvent ne pas être justifiés par le caractère transformationnel de tel ou tel secteur. Et donc l'idée, c'est que les ressources, bien sûr, sont des ressources rares et qu'il faut les concentrer et soutenir de manière particulière certains domaines. Nous avons rencontré des acteurs de la FinTech, nous avons rencontré des acteurs de start-up, nous avons rencontré des acteurs de l'économie sociale sur le terrain qui sont dans une dynamique exceptionnelle et qui peuvent être aussi des acteurs de création de richesse. Et il faut leur consacrer tout l'intérêt nécessaire pour qu'ils puissent devenir, créer d'emplois, devenir une inclusion dans la machine économique. Oui, mais vous avez parlé justement de l'égalité de chances économiques. Comment éliminer? Est-ce que vous avez une... Bien sûr, il n'y a pas de recette magique, mais au moins réduire cette économie ou ce système de rente au Maroc qui handicape justement cet épanouissement entrepreneurial dans notre pays. Quelques ingrédients de la recette. Réduire le système de rente signifie d'abord que dans les secteurs où nous avons de la protection, on puisse, lorsqu'elle n'est pas nécessaire, simplifier les procédures, éliminer les autorisations, les licences en tout genre ou agréments qui ne sont pas du tout nécessaires et qui permettent d'avoir plus d'acteurs dans ces secteurs. Deux, dans des secteurs où parfois le nombre d'acteurs est limité par la nature du secteur, avoir des instances de régulation qui jouent pleinement leur rôle en Conseil de la concurrence. En toute indépendance. C'est le cas notamment du Conseil de la concurrence pour certains secteurs. C'est le cas de l'ANRT pour le secteur des télécoms. C'est le cas de la Banque centrale, Banque Maghreb, pour le secteur, secteur bancaire. Avec cette idée, c'est que
nous avons besoin qu'il y ait de nouveaux entrants dans ces secteurs, que nous avons besoin d'innovation. Donc il faut laisser respirer ces secteurs. Nous avons besoin surtout d'accès au marché public pour la TPME. Y compris, c'est lorsque vous avez la diversification que vous pouvez avoir des réponses adaptées à différents secteurs de l'entreprise. Vous avez la grande entreprise qui aujourd'hui, effectivement, a accès dans de bonnes conditions à des financements. La petite, moyenne entreprise a beaucoup plus de difficultés. Diversifions notre économie, créons cette dynamique qui peut créer les conditions pour libérer cette énergie et créer les conditions de cette croissance. Doubler le PIB par habitant, je rappelle que le PIB par habitant, c'est le PIB divisé par le nombre d'habitants. D'ici 2035, doubler, c'est quand même un objectif très ambitieux, un parmi d'autres de ce nouveau modèle de développement. Et aussi, c'est multiplié par 10, par exemple, l'indice d'efficience du gouvernement, Government Effectiveness de la Banque mondiale, par 10. Est-ce qu'on ne peut pas peut-être percevoir une chance d'avoir aujourd'hui un indice de perception de nous, du bien-être, aujourd'hui au Maroc? Et sur cela, se baser sur cela pour établir des politiques publiques qui soient mieux ciblées, Chakib Ben Moussa. Nous avons dans nos indicateurs clés, nous avons recommandé d'avoir un indice composite qui permette de mesurer justement cette notion multidimensionnelle du développement. Très bien. Et qui puisse la mesurer en intégrant bien sûr la croissance, mais en intégrant aussi les problématiques d'inégalité, les problématiques de formation, les problématiques de santé, les problématiques aussi de gouvernance et de respect d'un certain nombre de règles de gouvernance. Et nous considérons que ça peut être un baromètre ou que ça peut être un indicateur qui mesure les progrès et les avancées que nous pourrons réaliser au niveau à l'avenir. Très bien. À l'avenir, c'est les jeunes, le tiers de la population marocaine. Il y a un projet Cap Jeunes, élaboré par votre commission, la commission spéciale sur le modèle de développement, qui prévoit de financer des projets. Sous quelle forme et financé par qui? Cap Jeunes est d'abord un projet. L'idée est de dire ces jeunes, notamment beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas dans l'école, qui ne sont pas en formation, sans emploi. On a besoin de leur donner un horizon. Besoin de donner un horizon en tant que collectivité. Leur donner un horizon, c'est d'abord les impliquer. C'est d'abord les écouter, les associer à la vision qui les concerne. Leur donner aussi, avoir des politiques qui soient cohérentes, qui ne soient pas simplement, chaque secteur essaye d'aborder la question des jeunes à sa manière, qui ont du sens pour ces jeunes et qui sont en synergie. Mais aussi avoir des réponses très concrètes, que ce soit dans le domaine social, de l'accompagnement social de certains jeunes, que ce soit dans le domaine de l'accompagnement en termes de formation, en termes de développement de capacités, que ce soit dans les domaines d'épanouissement qui peuvent être liés au sport, qui sont liés à la culture, qui sont liés... En parlant de culture, parce que avant de commencer cette entrevue, vous avez partagé avec moi l'un des moments forts qui vous ont touché en rencontrant, parce que vous êtes parti à la rencontre de ces jeunes, des centaines de jeunes marocains dans toutes les régions du royaume, et vous avez parlé de ce jeune qui vous parlait de la culture comme exutoire de peut-être un manque d'espoir ou de désespoir. Parlez-nous davantage justement de ce rôle-là, comment vous l'avez perçu concrètement, le rôle de la culture pour porter cette jeunesse marocaine. D'abord, nous avons la chance que le Maroc a cette histoire millénaire où plusieurs composantes culturelles ont interréagi et ça a donné une identité particulière qui est aujourd'hui la nôtre. Cette richesse culturelle est un véritable atout. Comment on en fait un élément de lien social? Comment on en fait un élément qui crée des opportunités pour ces jeunes, qui leur permet de s'épanouir, qui leur permet de trouver leur chemin? Comment on en fait un élément de soft power, même à l'international? Comment on en fait une industrie économique?
une véritable créatrice d'emplois. Il faudra augmenter peut-être le budget du ministère de la Culture, cela dit. C'est évoqué dans le rapport. Il faut bien sûr des ressources. Il faut aussi qu'on mobilise beaucoup plus l'ensemble de nos acteurs, y compris au niveau territorial, de manière beaucoup plus forte que ce qui se fait actuellement. Mais ça suppose aussi un état d'esprit, parce que la culture, c'est aussi la créativité, ça renvoie à la liberté de créer, de s'exprimer, ça renvoie aux médias, ça renvoie à l'éducation. Mais nous pensons que nous avons là un potentiel énorme et qui ne peut que favoriser et renforcer le sentiment d'abord d'appartenance à la nation, finalement. Et renforcer la citoyenneté, le civisme de ces jeunes. Et on ne peut pas l'avoir sans... Vous avez parlé d'éducation, il nous reste très peu de temps. On parle de renaissance de l'éducation ou du système éducatif marocain. En lisant cela, ça m'a fait penser au siècle de la Renaissance en Europe. L'Europe, ça lui a pris des siècles, n'est-ce pas, pour cette renaissance de la littérature, de la culture, etc. Pour la Commission, 2035, donc un objectif accessible, Chakib Ben Moussa, de 2035, pour la renaissance du système éducatif marocain que des millions de Marocains attendent depuis quelques décennies maintenant. D'abord, quand on voit les indicateurs relatifs à la maîtrise même des compétences de base, on ne peut que considérer que l'éducation doit être une priorité de notre pays et cette priorité doit se traduire d'abord par la qualité de la formation et la capacité à ce que nos jeunes puissent réellement développer des compétences et puissent élargir leur capacité d'initiative et de construction de ce monde de demain. Dernière question rapidement par rapport à ce pacte national pour le développement, un engagement moral et politique. Et aussi, en fait, sur quel ratio vous pensez que ce nouveau modèle de développement va réussir, pour pourcentage? Moi, j'y crois. Je crois en notre capacité collective à construire ce Maroc de demain. Et le pacte national pour le développement est un outil, est un mécanisme qui permet de fédérer l'ensemble des forces pour que ce rêve puisse devenir une réalité. Et ce mécanisme de suivi et d'appui placé sous l'autorité de Sa Majesté le roi Mohamed VI, est-ce que vous pensez qu'il prendra forme sous une commission comme la commission spéciale sur le modèle de développement afin de toucher justement à tous les secteurs concernés? La Commission n'a pas statué sur quelle forme pourrait prendre ce mécanisme. Nous pensons que le besoin est là, que sur des sujets stratégiques de long terme, sur des sujets qui ont une implication pour l'ensemble de la société, que le suivi puisse être assuré à ce niveau nous paraît une nécessité impérieuse et pensons qu'il peut... que tout cela s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de la Constitution et de nos institutions. Pour terminer, je voudrais juste vous avez dans le travail de la Commission un peu fait un travail de collecte, de remontée de l'opinion publique. Moi, à travers 2 tweets, une remontée de réactions de citoyens marocains suite à ce rapport, peut-être une réaction en un mot ou 2, comme ça donc le premier en arabe تقرير له وعليه مشكلة مشاريع الدولة دائما التنفيذ. متفق مع هذا. D'accord. Donc l'opérationnalisation finalement c'est même le nerf de la guerre. Nous avons considéré que comment arriver à mettre en œuvre un certain nombre, cette vision et les axes de transformation était le cœur de ce modèle et c'est pourquoi les propositions de la Commission vont dans ce sens. Très bien. Le prochain, on critique beaucoup, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques. Regardons les choses positives. Je note avec joie que les conflits d'intérêts sont mentionnés à 5 reprises dans le rapport général de cette commission spéciale sur le modèle de développement. Cette prise de conscience est très importante. Donc on finit sur ce... La question de l'éthique est une question essentielle. L'éthique, c'est la lutte contre la corruption. L'éthique, c'est la lutte contre les conflits d'intérêts. L'éthique...
c'est le fait de placer l'intérêt général au-dessus de l'intérêt particulier. Personnel ou politique. Merci beaucoup, Chakib Ben Moussa, président de cette commission sur le modèle de développement. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci, Khadija, de votre invitation. Voilà, c'est la fin de cet entretien spécial. Bien sûr, Médien TV poursuit sa couverture spéciale à ce nouveau modèle de développement. Restez avec nous.